Tu es prête, Rim? Oui. Ah voilà, FIV et adénomiose, donc ça se complète à la limite. Tu peux commencer sans problème. Merci. Alors, je commence par remercier la CGO de m'avoir invité à ce prestigieux congrès. Alors, je me présente, je suis Dr Bouchah Darim, je suis assistante en gynécologie obstétrique au centre de maternité et de néonatologie CHU Farhat Hached de Sousse. Et on m'a demandé de traiter le thème adénomiose et PMA. Alors, pour commencer, l'adénomiose, c'est une pathologie à la marge de plusieurs. En effet, l'endométriose est associée dans 80% des femmes suivies en PMA à l'adénomiose. L'adénomiose est aussi associée à la pathologie fibromateuse dans 15 à 50% des cas. Cette pathologie, c'est une pathologie qui est sous-estimée. En effet, donc, avant, le diagnostic d'adénomiose était porté sur uniquement des pièces d'hystérectomie et donc le diagnostic était porté par l'examen anatomopathologique et l'examen anatomopathologique trouvait 70% des cas d'adénomiose sur des pièces d'hystérectomie. Alors, avec la démocratisation de la prise en charge de l'infertilité et l'amélioration des moyens d'imagerie, à savoir l'échographie avec haute résolution et l'IRM, l'adénomiose devient de plus en plus la pathologie de la femme jeune infertile. En effet, la prévalence de l'adénomiose dépistée à l'échographie endovaginale chez les femmes infertiles inférieures à 41 ans, asymptomatiques, est de l'ordre de 7,5 à 15,3%. Donc, y a-t-il vraiment un lien de causalité entre adénomiose et infertilité? Alors, pour répondre à cette question, je vais essayer de répondre à 4 questions. Quelles sont les spécificités de l'adénomiose? Quel est l'impact de l'adénomiose sur la fertilité spontanée et en AMP? Quelles sont les particularités de prise en charge en AMP en cas d'adénomiose? Et quand et comment intégrer le traitement chirurgical de l'adénomiose à la prise en charge en AMP. Je vais commencer par la première question, les spécificités de l'adénomiose. En fait, selon l'ESHRE 2021, donc la dernière mise au point et mise à jour de la terminologie de l'endométriose, l'ESHRE définit l'adénomiose comme étant du tissu endométrial ectopique, donc glande et stroma, dans le myomètre. Et comme ça, donc, on casse le mythe d'adénomiose comme étant de l'endométriose interne. Alors, concernant le diagnostic et la classification de l'adénomiose, l'ISUOG, en 2018, a élaboré une démarche diagnostique en 7 étapes qu'il faut bien suivre pour recueillir les éléments pronostiques de fertilité chez les patientes adénomiosiques selon les critères de MUSA. Alors, la première étape, c'est identifier l'adénomiose. Donc, tout le monde connaît les critères diagnostiques MUSA de l'adénomiose, à savoir une asymétrie d'épaississement du mur antérieur par rapport au mur postérieur, donc des îlots hyperéchogènes, irrégularité de la zone de jonction, discontinuité de la zone de jonction endomètre, donc myomètre, et des anomalies au Doppler au niveau de la lésion adénomiosique. Deuxième étape, c'est la localisation de l'adénomiose. Est-ce que c'est localisé au niveau du mur antérieur, mur postérieur, latéral gauche, latéral droit, ou c'est plutôt de l'adénomiose fundique? Troisième étape, c'est la différenciation. C'est entre l'adénomiose focale, donc lorsque la lésion, plus que 25% du pourtour de la lésion est entourée par du myomètre normal, contre l'adénomiose diffuse, moins de 25% du pourtour de la lésion est entouré par du myomètre normal. Et on a l'adénomiome, c'est de l'adénomiose focale, entourée par du myomètre hypertrophique. Quatrième étape, c'est différencier entre l'adénomiose kystique et l'adénomiose non kystique. Cinquième étape, c'est préciser la couche utérine atteinte. Est-ce que c'est la couche interne et donc on parle d'adénomiose intrinsèque ou c'est la couche externe près de la sérose et on parle là d'adénomiose extrinsèque. Sixième étape, c'est l'extension de l'adénomiose. Est-ce que c'est une adénomiose qui est légère ou c'est une adénomiose qui est sévère en fonction de l'étendue de la lésion par rapport au myomètre? Et la dernière étape, c'est la taille de la lésion.
Donc, ces 7 étapes sont très importantes, comme j'ai dit, pour justement recueillir les éléments pronostiques de fertilité chez les patientes adénomiosiques. On arrive maintenant à la pathogénie de l'adénomiose, qui est une énigme non encore résolue. C'est une pathogénie qui est insaisissable. Il n'y a pas de théorie expliquant tous les phénotypes. J'ai déjà dit que l'adénomiose coexiste avec d'autres pathologies gynécologiques et donc il y a une augmentation de l'hétérogénéité des données disponibles. On évoquerait donc un rôle majeur des récepteurs des hormones sexuelles. Donc on a une augmentation des récepteurs à l'œstrogène et une diminution des récepteurs à la progestérone. On a une résistance à la progestérone. On évoquerait des molécules inflammatoires, des enzymes de la matrice extracellulaire, des facteurs de croissance et des facteurs neuro-angiogéniques. Alors, plusieurs théories ont été avancées pour expliquer l'adénomiose et la théorie la plus acceptée, c'est la théorie de la zone de jonction défectueuse. En fait, tout se passe au niveau de la zone de jonction endomètre-myomètre. C'est une structure hormonosensible hautement spécialisée située dans le tiers interne du myomètre et lorsque cette zone est défectueuse, on aura une invagination de l'endomètre eutopique basal vers le myomètre. Il y a une autre théorie alternative qui donc en faveur d'une métaplasie de vestiges cellulaires mullériens pluripotents intramyométriaux. Donc c'est une adénomiose de nouveau selon cette théorie. On passe maintenant à la deuxième question. Quel est l'impact de l'adénomiose sur la fertilité spontanée et en AMP? Alors l'impact de l'adénomiose sur la fertilité continue à faire couler beaucoup d'encre. On va voir les principales constatations de la littérature concernant ce sujet. Alors, c'est une méta-analyse portant sur 17 études, 4 prospectives, 13 rétrospectives, qui a montré que l'adénomiose est significativement associée à moins de grossesses cliniques, notamment avec les protocoles agonistes courts, et plus de fausses couches spontanées. Cette autre méta-analyse qui est encore plus récente, portant sur 22 études, 7 prospectives et 15 rétrospectives, il vient confirmer les constatations de la première en montrant que chez les femmes atteintes d'adénomiose, on a moins de naissances vivantes, moins de grossesses cliniques, moins de grossesses en cours et plus de fausses couches spontanées. Alors, cette étude, c'est une étude qui est quand même intéressante. C'est une étude prospective portant sur 468 femmes qui vont avoir un transfert d'un blastocyste euploïde et chez qui on a fait le dépistage d'adénomiose par donc écho 3D transvaginal la veille du transfert. Et bizarrement, cette étude a conclu qu'il n'y a pas de différence significative en termes de grossesse clinique, de perte de grossesse et de naissance vivante entre les patientes chez qui on a fait le diagnostic d'adénomiose contre les patientes qui n'ont pas eu le diagnostic d'adénomiose. Et donc, l'inconvénient majeur de cette étude, c'est que la faible concordance interobservateur. En fait, les examinateurs se sont accordés sur les signes d'adénomiose échographique seulement dans 11% des cas. Et donc, il y a un surdiagnostic de l'adénomiose qui aplatit la différence entre les groupes. Et donc, la différence, ici, on ne peut pas conclure est-ce que c'est une différence significative ou non. Alors, le type d'adénomiose conditionne aussi l'impact sur la fertilité. En effet, l'adénomiose focale était significativement associée à l'infertilité primaire dans ce papier qui est apparu dans Fertilité et stérilité en 2020. Et il a montré aussi que l'adénomiose diffuse n'est pas associée à l'infertilité. Cette étude a montré aussi que au cours de l'adénomiose extrinsèque, on a moins de pertes de grossesse et plus de naissances vivantes. Alors, comment l'adénomiose affecte-t-elle la fertilité? En fait, l'impact de l'adénomiose sur la fertilité est essentiellement endométrial. On a dit que tout se joue au niveau de la zone de jonction endomètre-myomètre. Donc, les microtraumatismes iatrogènes tels que les aspirations utérines, la césarienne, la chirurgie utérine ce microtraumatisme va entraîner une hyperproduction des oestrogènes, donc une hyperœstrogénie locale. Cette hyperœstrogénie locale va entraîner un dyspéristaltisme utérin, une augmentation du péristaltisme utérin. Et cette augmentation du péristaltisme utérin va activer
des procédures de réparation donc, endométriale. Et ce système de réparation endométriale va entraîner un état inflammatoire donc chronique et une hyperproduction davantage d'œstrogènes. Et donc, vous voyez qu'il y a un cycle auto-entretenu entre donc, une hyperœstrogénie locale et donc un système d'activation et de réparation endométriale qui va entraîner donc une hyperproduction de plus d'œstrogènes. En plus de ça, on a remarqué que chez les patientes ayant donc de l'adénomiose, on a une augmentation des marqueurs de l'inflammation et notamment le cytochrome P450. Par contre, il y a une diminution de l'expression des gènes régulateurs de la décidualisation, et notamment donc l'OXA-A10 et l'OXA-A11. Et donc, l'adénomiose entraîne des anomalies de la décidualisation et une diminution de la réceptivité endométriale. En plus, l'altération du péristaltisme utérin va entraîner une anomalie du transport des spermatozoïdes et des anomalies du transport des embryons. Alors, je vous montre cette étude qui est quand même intéressante. C'est une étude prospective sur 152 patientes suivies en PMA, chez qui on a mesuré la zone de jonction endomètre-myomètre à l'IRM et on a fait une corrélation avec le taux d'implantation. Et les constatations, donc les résultats de cette étude, c'est que l'épaisseur de cette zone de jonction endomètre-myomètre est significativement corrélée à l'échec d'implantation. En effet, donc, on a déterminé un cutoff. Donc la moyenne c'est 7 mm, l'épaisseur maximale c'est 10 mm et au-delà de 7 mm et 10 mm, on a 95,8% d'échec d'implantation. On passe maintenant à la troisième question. Quelles sont les particularités de prise en charge en AMP en cas d'adénomiose? On va voir donc l'effet et les particularités de prise en charge en PMA des patientes adénomiosiques durant les différentes phases d'un cycle de FIV. Et on va commencer par le pré-traitement. Donc, comme on a dit, il y a un terrain d'hyperœstrogénie. Donc, l'objectif du pré-traitement, c'est d'avoir un état d'hypoœstrogénie et de rompre ce cycle auto-entretenu. Alors, faut-il faire un blocage par un agoniste de la GnRH avant la stimulation ovarienne? Donc, on sait tous que l'agoniste de la GnRH a un effet antiprolifératif direct sur le myomètre. Donc, il réduit la réaction inflammatoire et l'angiogenèse. Il induit l'apoptose dans les tissus adénomiosiques. Il a un effet aussi hypoœstrogénique, donc réduit la taille utérine et soulage les symptômes. Alors, selon les recommandations, l'utilisation d'agonistes de la GnRH semble améliorer les résultats de la FIV en cas d'adénomiose et c'est un niveau de preuve 2. Alors, quel est le meilleur protocole de stimulation ovarienne maintenant en cas d'adénomiose? Alors, l'ESHRE 2019 recommande d'éviter le protocole agoniste court en cas d'adénomiose. Donc, pas de protocole agoniste court. Alors, si on va choisir le protocole agoniste lent, est-ce qu'on va utiliser le lent ou l'ultra-lent? Donc, c'est une étude qui a comparé les deux protocoles et on a montré que le protocole agoniste ultra-lent de la GnRH donne plus de grossesse clinique, moins de taux d'implantation et plus de naissances vivantes. Par contre, il donne moins de taux d'ostradiol, moins d'ovocytes récupérés, mais il n'y a pas de différence significative concernant les fausses couches précoces. Une autre étude donc, quand même plus récente qui montre par contre que l'ultra-lent agoniste de la GnRH, donc il n'y a pas de différence significative en termes de grossesse biochimique et clinique, il n'y a pas de différence en termes de taux d'implantation et de naissance vivante, et donc elle affirme qu'il y a moins de taux d'ostradiol, moins d'ovocytes récupérés, mais moins de fausses couches précoces aussi. Donc, cette même étude montre aussi que le protocole agoniste ultra-lent en cas d'adénomiose diffuse donne plus de grossesse clinique et plus de naissances vivantes. Donc, peut-être le protocole ultra-lent agoniste est efficace en cas d'adénomiose diffuse. Alors, concernant le déclenchement, en fait, il n'y a pas de particularité pour le déclenchement de l'ovulation chez les femmes adénomiosiques. Pour la ponction de même, il n'y a pas de particularité pour la ponction ovocytaire. Alors pour le transfert,
en fait des risques liés aux concentrations supraphysiologiques d'ostradiol lors de la stimulation ovarienne, ce qui va entraîner des effets délétères sur la réceptivité endométriale, l'implantation, la placentation et l'expression du récepteur de la progestérone. Et ça pourrait contribuer à la progression de l'adénomiose. Et donc la question, est-ce qu'on fait un transfert frais ou un transfert d'embryon congelé? Alors c'est une étude rétrospective publiée en 2018, donc 345 TEC avec un diagnostic préimplantatoire qui a conclu que ni le TEC ni le diagnostic préimplantatoire ne corrigent le taux élevé de fausses couches spontanées précoces chez les patientes adénomiosiques par rapport à la population générale. Mais cette étude, donc au sein de la population adénomiosique, a montré qu'on a plus de naissances vivantes si donc on a un transfert d'embryon congelé, donc 24,1% versus 11,5%. Cette étude donc, rétrospective vient confirmer les autres constatations. Donc, c'est une étude qui a été publiée en 2022 qui a montré qu'il n'y a pas de différence significative en termes de grossesse clinique concernant donc, le transfert d'embryons congelés, mais on a moins de fausses couches spontanées et plus de naissances vivantes. Alors, si on va faire un transfert d'embryons congelés, quel protocole de préparation endométriale? Alors, cette étude rétrospective sur 345 transferts d'embryons congelés a montré que l'adénomiose, c'est un facteur indépendant de fausses couches spontanées précoces. Le cycle naturel pré-TEC majeure le risque de fausses couches spontanées. Le pré-traitement par agoniste de GnRH avant TEC annule le surrisque de fausses couches spontanées. Par contre, cette étude rétrospective n'a pas montré de place à un pré-traitement par les agonistes de la GnRH avant TEC. Alors, qu'en est-il pour le pré-traitement par le DU au lévonorgestrel? C'est une étude portant sur 358 patients ayant de l'adénomiose et qui vont faire un TEC. 134 dans le groupe DU au lévonorgestrel, 224 groupes contrôle, et les constatations sont quand même prometteuses. Donc, elle a conclu au fait que l'utilisation de DU au lévonorgestrel pendant au moins 3 mois améliore le taux d'implantation et de grossesse clinique en cas de pré-traitement par le DU. Alors, pour les précautions concernant le transfert, donc, c'est une revue de la littérature publiée en 2022 qui a conclu au fait que bien que l'adénomiose est liée à un risque plus élevé de fausses couches spontanées précoces, il n'est pas recommandé de faire un dépistage échographique des signes d'adénomiose avant le transfert chez les patientes asymptomatiques. Le blocage par les agonistes de la GnRH avant le transfert n'est pas encore supporté par des études prospectives. Alors, quel soutien de la phase lutéale? En fait, il n'y a pas de particularité pour le soutien de la phase lutéale. Alors voilà, on passe maintenant au traitement chirurgical et la place du traitement chirurgical dans la prise en charge de l'adénomiose en AMP. Alors, la technique la plus connue, c'est celle de ZADA. Donc, c'est le triple flap à la japonaise. Donc, c'est le traitement conservateur de l'adénomiose. Donc, c'est le fait de faire l'excision de l'adénomiose, que ce soit focale ou diffuse, donc par la palpation. Donc, on palpe les zones dures qu'il faut donc exciser. Alors, la place de la chirurgie. En fait, la chirurgie paraît efficace surtout sur l'adénomiose focale où on a plus de grossesse, plus de naissances vivantes et moins de fausses couches. Aucune différence significative entre conception naturelle et PMA avec ou sans pré-traitement par les agonistes de la GnRH. Il y a 6,8% de rupture utérine si c'est de l'adénomiose diffuse versus 0% si de l'adénomiose focale. Alors, c'est une méta-analyse portant sur 22 études, 7 prospectives et 15 rétrospectives, qui a conclu que le meilleur, c'est de faire une combinaison pré-traitement par le GnRH et traitement chirurgical conservateur, vu qu'il y a une amélioration de taux de naissance vivante, mais ça n'affecte pas le taux de fausses couches spontanées. Donc, les indications de la chirurgie
conservatrice, donc elle est envisagée au cas par cas. Donc si les femmes jeunes avec échec de traitement médical, si on est devant des femmes âgées infertiles après échec de PMA, si on est devant une femme infertile et symptomatique, ou si on est devant des antécédents de fausses couches récurrentes ou échec d'implantation. Je termine par le take-home message. Donc, ne pas oublier de faire donc, les différentes étapes de diagnostic et de classification de l'adénomiose. L'impact de l'adénomiose sur la fertilité spontanée, on a des anomalies de la décidualisation, des anomalies du transport des spermatozoïdes et des embryons. En PMA, c'est des taux élevés de fausses couches précoces. Place du traitement chirurgical, donc on a déjà dit. Donc les particularités de prise en charge en AAP, donc le protocole ultra-lent agoniste de la GnRH semble bénéfique surtout en cas d'adénomiose diffuse. Le protocole de stimulation, c'est l'agoniste lent. Évitez le protocole agoniste court. Pas de particularité pour le déclenchement, ni de même pour la ponction. Alors pour le transfert, c'est un transfert d'embryon congelé. Le dépistage échographique des signes d'adénomiose avant transfert n'est pas recommandé chez les patientes asymptomatiques. Le pré-traitement par les agonistes de la GnRH avant TEC nécessité d'études prospectives. Et pas de particularité concernant donc, la phase lutéale. Je veux donc finir avec cette citation. Donc, cette plante se savait capable de germer dans le désert le plus aride, le plus glacé. Et donc, gardons espoir concernant adénomiose et fertilité. Et je vous remercie. Merci Rim pour cette très claire. Merci. Donc, je voudrais vous poser une question. Vous avez dit que vous hésitez entre faire des transferts d'embryons congelés et que le taux de grossesse par rapport à l'adénomiose des embryons congelés était beaucoup plus élevé, de 24% que l'autre. Je vous rappelle que globalement, le taux de transfert des embryons congelés, toutes filles, toutes pathologies confondues, est toujours plus élevé, c'est les embryons congelés, que par rapport au frais. Est-ce que vous avez un chiffre spécifique, c'est 24% par rapport à l'adénomiose, ou c'est un chiffre qui est global? Alors, c'est par rapport aux patients adénomiosiques, ce n'est pas par rapport à la population en général. D'accord, je vous remercie. Pas de questions? Merci beaucoup. Alors, je vous remercie parce que ce n'est pas simple la question de l'adénomiose dans toute sa globalité. Et encore, on pourrait même parler des complications obstétricales qui peuvent suivre après. Maintenant, moi, la petite question que j'ai, c'est que vous préconisez de faire un cycle ultra lent ou lent. Mais par la suite, vous dites qu'en TEC, c'est mieux. Alors, pourquoi faire un cycle ultra lent si on va faire un TEC? Peut-être que la logique serait de faire un antagoniste pour récupérer le maximum, pour ne pas avoir une sous-réponse, puis de faire le freeze-all, et puis à ce moment-là de faire le blocage, parce que le blocage ici s'adresse à l'utérus, ne s'adresse pas aux ovaires. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre ou pas. Okay, vous pouvez répondre à la question. Tu fais les choses à l'envers. Pardon? C'est ça. En fait, ma question, c'est le blocage. Vous préconisez le cycle ultra lent. Donc le blocage, il est destiné à quoi? Il est destiné à rétablir une réceptivité au niveau de l'utérus. Oui. Et par la suite, vous préconisez plus de faire un transfert congelé plutôt qu'un transfert frais. Oui. Donc le blocage avant pour l'amélioration, le pré-traitement améliore l'anidation et l'implantation, alors que pour le transfert d'embryons congelés, alors pour le pré-traitement avant le transfert d'embryons congelés, c'est pas indiqué. D'accord. Donc. Ok, on va en parler alors après. Ok. Merci. Merci pour ton posé. Je voudrais faire deux petits commentaires. Le premier petit commentaire s'adresse à ce qu'on appelle les anomalies contractiles au cours d'une adénomiose. Tu nous as dit qu'il y a deux types d'adénomiose. Premièrement, l'adénomiose de tiers interne de myomètre appelée adénomiose intrinsèque. C'est celui qui touche la jonction entre l'endomètre et le myomètre tiers interne. Et ce qu'on appelle l'adénomiose de la couche extérieure que tu as appelée en adénomiose extrinsèque. Juste habite nzid chouaya pour dire que lorsque il y a une adénomiose intrinsèque touchant le tiers interne du myomètre, ceci va occasionner
je l'ai appris ce matin, ceci va occasionner des anomalies contractiles qui sont très bénéfiques pour l'ascension des gamètes masculins parce que ce sont des contractions qui vont du bas vers le haut, ainsi améliorant la mobilité et l'accès des gamètes masculins vers les régions tubaires où a lieu la fécondation naturelle. هذا أولاً. ثانياً, si l'adénomiose touche la partie externe, ceci va altérer les contractions expulsives au cours de la menstruation pour chasser le sang menstruel et les débris de la couche fonctionnelle de l'endomètre. شفت كيفاش la fonction des contractions est différente. هذا أولاً. ثانياً, حبيت نقول لك, tu as parlé d'une hyperestrogénie locale. أليس كذلك؟ Oui. Cette hyperestrogénie locale s'explique par une résistance à la progestérone dans le cas de l'adénomiose, mais également de l'endométriose. Installe. S'il y a une résistance à la progestérone, cela veut dire que l'estrogène ne sera pas contrecarré par la progestérone, ainsi une fraction libre au niveau in situ, au niveau local, sera relativement élevée. وهذا ما يقودنا justement aux anomalies dites de la décidualisation. Si tu nous apportes qu'il y a des anomalies de la décidualisation, يا الأخي وقت اللي نفهموا اللي ceci est dû aux anomalies de l'effet de la progestérone. La progestérone n'est pas épanouie. Il ne peut pas faire son rôle au niveau de l'endomètre, qui est le rôle de la décidualisation, c'est-à-dire la préparation pour le phénomène extraordinaire de l'implantation. Shukran. Merci, Sir Abdelkader. Khaled. Merci pour ta communication. Je voulais juste attirer l'attention, parce que tu passais un peu brièvement sur le transfert, mais il y a une anomalie, il y a des difficultés au cours du transfert qui sont en rapport avec les déformations utérines, les déformations de l'isthme, l'aspect en S, l'aspect latérodévié, et c'est assez fréquent au cours de l'endométriose. Et si on ne prend pas la peine de repérer ça auparavant à l'échographie et de couder le cathéter en fonction de pouvoir faire les rotations nécessaires pendant le passage, on risque de faire saigner et de louper le transfert. C'est assez fréquent dans l'adénomiose. Merci. D'autres questions dans la salle? Khaled? Alors, moi, c'était première diapo qui me chiffonne un peu, parce que tu nous parles de 80% d'adénomiose. Alors que, oui, d'association endométriose, adénomiose chez les patientes suivies en PMA. 80% d'associations endométriose, adénomiose chez les patientes qui sont suivies en PMA. Ça vous semble pas beaucoup? C'est selon la littérature. Bon, ça dépend de quelle littérature. Mais j'ai toujours pensé que l'adénomiose était un peu le parent pauvre, on t'a dit, et que à la limite, ça prenait une toute petite part toutes les conférences qui ont lieu, parce que c'est pas le même terrain, c'est parce que alors soit que voilà, soit qu'on est en train de la surchercher par des explorations, et du coup tu vas avoir un fourre-tout là, tu vas mettre l'adénomiose, tu vas l'avoir partout. Ça peut expliquer le 80%. Oui, je l'ai trouvé, oui, chez les patientes, oui. Il y a une forte association entre l'endométriose et l'adénomiose en PMA. Si on trouve de l'endométriose, on a donc 80% d'association. C'est l'association, oui. C'est l'association endométriose-adénomiose. Il n'y a plus de notion d'externe et d'interne, d'après ce que tu dis. Oui, si on voit l'association chez les patientes suivies en PMA entre endométriose et adénomiose est très forte. C'est de l'ordre de 80%. Et j'ai trouvé ça dans beaucoup d'articles. Ce n'est pas un seul. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais juste poser une petite question par rapport au traitement chirurgical de l'adénomiose. C'est quand même pas classique, le traitement chirurgical de l'adénomiose. Qui fait du traitement chirurgical de l'adénomiose à part Ozada. C'est le seul. Il n'est pas du tout reproductif, son traitement.
C'est pas du tout C'est assez reproductif difficile. comme traitement. Je pense que c'est le seul qui en fait. Donc, حقا احنا اسوس on n'a pas habituellement, essayé de faire le traitement chirurgical. Il aurait pu être dans la salle aujourd'hui pour discuter avec nous. Et ils commencent à faire beaucoup de chirurgie de l'adénomiose, y compris surtout la focale, l'adénomiome. à part l'adénomium, bien sûr. Mais bon, Et même quelques cas, d'après lui, d'adénomiose diffuse où on n'arrive pas. Vous savez, les agonistes, ça ne marche pas toujours. Hein. Il y a des cas où on a 3 à 4 mois et un traitement très décevant. J'ai vu aussi faire des gens avec des anti-aromatases aussi, puisque le principe, c'est de faire une hypoestrogénie. Je trouve le concept aussi très intéressant de mettre des anti-aromatases. d'accord, très bien, merci.